Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour notre troisième webinaire patrimonial. Alors ce soir, nous avons décidé de quitter le territoire, direction la capitale, pour deux raisons. La première, c'est que vous avez été nombreux à nous solliciter sur un point marché avec l'actualité financière et macroéconomique assez riche du moment. Et nous avons la chance d'être accueillis dans les locaux d'Indosuez, Gestion de fortune, une de nos filiales, et d'être reçus, de partager la soirée avec Delphine Dipizio-Tigé, experte en la matière et directrice générale d'Indosuez Gestion. Bonsoir Delphine. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Nous accueillons également Thibaut Mény, ingénieur patrimonial du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, qui vous présentera les offres de gestion. Et la deuxième raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui à Paris, c'est qu'on va poursuivre la soirée avec une visite des coulisses du musée Grévin et on aura accès à titre exceptionnel aux ateliers de création des fameux personnages en cire. Donc surtout, regardez bien cette webcon jusqu'à la fin. Donc sans plus attendre et avant de passer à la première partie de la soirée, je voulais juste repréciser que nous sommes sur un territoire assez riche en sites touristiques et la Caisse régionale a le souhait d'accompagner cette activité. Et c'est pour cela que ce soir, on vous fait gagner par notre jeu concours un week-end au Center Park des Bains-Audin. Donc il suffit de répondre à la question qui s'est affichée quand vous êtes inscrit à la visioconférence et puis les résultats donc, en fin de soirée. Alors avant de commencer avec Delphine, nous allons diffuser une rapide vidéo sur la présentation d'Indosuez. Aujourd'hui comme hier, créer, protéger et transmettre le patrimoine que vous avez construit est essentiel. Et si être accompagné dans cette mission se révélait une expérience d'exception? Il vous suffit d'imaginer. Pensez le présent pour préparer l'avenir. Un présent où nous prenons le temps de vous connaître. Nous analysons en profondeur votre situation et vos aspirations. Artisan au cœur d'un groupe international solide. Un présent où nous concevons ensemble votre stratégie patrimoniale, nous finançons vos projets, nous servons vos ambitions philanthropiques. Un présent où le passé compte. 145 ans de savoir-faire, ancrés ici et là-bas, à innover encore, toujours, pour conseiller les investissements de ceux qui construisent le monde de demain. Un présent où, responsables, engagés, nous conjuguons performance économique et impact sociétal et environnemental sur l'intégralité de notre offre. Un présent où nos 3000 collaborateurs se mobilisent chaque jour à vos côtés pour exprimer la diversité de leurs expertises, leur utilité, et ainsi nourrir votre confiance. Un présent que nous façonnons ensemble pour que votre futur vous ressemble et donner vie à vos ambitions. Nous sommes Indosuez Wealth Management. Notre raison d'être est d'agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Donc de retour en direct avec Delphine et Thibaut. Alors vous vous interrogez ce soir sur justement les marchés financiers. C'est vrai que, bon, un peu difficile d'y voir clair entre le resserrement des politiques monétaires des banques centrales, les tendances inflationnistes, l'affaire chinoise d'Evergrande. C'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions et surtout nos spectateurs ce soir se demandent justement si c'est le bon moment d'investir. Alors Delphine, pour commencer, alors je rappelle juste à nos téléspectateurs avant, n'hésitez pas, hein, la soirée doit vraiment être interactive et vous avez en bas à droite de votre écran un chat pour poser des questions quand vous le souhaitez. Donc Delphine, on peut peut-être revenir dans un premier temps sur les performances depuis le début de l'année. Oui, alors, donc c'est important, surtout que ça a pas mal bougé depuis le début de l'année. Là, vous le voyez sur l'écran. À gauche, vous avez la partie la plus risquée, hein, ce sont les actions, avec des performances qui sont très bonnes depuis le début de l'année, notamment sur les pays développés.
Là, ce sont les performances pour tous ces types d'actifs qui sont pour un investisseur qui se trouve en zone euro. Donc, il y a l'impact du risque de change aussi. Donc, c'est pour ça que, notamment, un investisseur qui aurait acheté au début de l'année des actions américaines a une performance de plus de 26% depuis le début de l'année, grâce à un effet change favorable. Puisque vous voyez sur la droite de l'écran que le dollar a gagné 5% depuis le début de l'année par rapport à l'euro. Donc ça se rajoute à la performance, et ce qui fait que, parce que finalement, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, la performance elle est à peu près la même, c'est juste l'effet change qui va faire la différence. Donc en gros, 20% autour pour les pays développés, le Japon quand même un petit peu en retard, d'ailleurs comme l'Asie, et au final c'est ce qui fait que les pays émergents sont en retard. L'Asie a vraiment un retard cette année, mais ils avaient de l'avance l'année dernière, on va le voir juste après. La Chine notamment a une performance négative des actions chinoises depuis le début de l'année, moins 3%. Sur la partie action, donc c'est ça. Sur la partie obligataire, au milieu du graphe, vous avez la performance des obligations les plus risquées, les obligations d'entreprise, qui arrivent un petit peu à performer, notamment les obligations émergentes. Par contre, à moins 6%, vous avez les obligations d'État. Et dans un contexte où les taux remontent, eh bien, le prix des obligations baisse. C'est pour ça qu'on constate un effet prix négatif sur les obligations. Alors la grande barre qu'on a très positive, c'est le pétrole qui rebondit très fortement depuis le début de l'année, qui fait plus que rattraper sa perte de l'année dernière. Et enfin, vous avez, donc j'ai commenté sur la performance du dollar, mais finalement l'euro s'est quand même pas mal apprécié contre le yen, 4%, et puis vous avez l'or qui baisse un petit peu. Au final, et c'est peut-être plus facile de le voir en graphe, vous avez depuis fin 2019, avec la crise du Covid, les marchés actions qui ont vraiment baissé fortement, qui ont baissé autour de 20 voire 30%, et puis dans une deuxième phase qui ont fortement monté, donc cette phase depuis depuis 2020 jusqu'à début de l'année. L'ensemble des marchés de toutes les zones ont bien performé. En vert, en tête, c'était la Chine, qui a évidemment très bien passé la crise du Covid, enfin mieux passé que nous, puisqu'ils ont tout de suite fermé l'économie. Il n'y a pas eu cet impact aussi fort de confinement que nous, et donc qui a très bien performé ensuite. Et on a un changement de régime depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis février, où là, on voit une vraie divergence, et on le voit encore plus sur la slide suivante, mais on voit une vraie divergence entre les pays d'Asie, et puis, et notamment les pays émergents, et puis les pays développés, avec finalement, depuis, et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire, parce qu'on a eu une crise qui a eu un impact extraordinaire, le pire impact sur l'économie depuis la Deuxième Guerre mondiale, et au final, depuis fin 2019, on a le marché action américain qui gagne 41%, le marché chinois qui a reperdu de peu, mais qui gagne 12%, donc des performances qui sont largement positives. Et depuis le début de l'année, vous voyez vraiment cette divergence qu'il y a entre les pays d'Asie émergents, et notamment la Chine, qui a entraîné à la baisse finalement les marchés émergents, mais globalement qui ne performent pas très bien, parce que le Covid a été quand même très présent et très pénalisant, et la thématique de vaccination, enfin, puisque les politiques de vaccination ont été beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre dans les pays émergents, et c'est ce qui fait qu'on a quand même ce retard. Et puis souvent, c'est des producteurs aussi de matières premières, mais on y reviendra. Et à côté de ça, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, les performances des marchés développés qui gagnent plus de 20%. Alors Delphine, on va continuer. Du coup, la suite, alors oui, ce que je voulais dire, c'était qu'on constatait finalement que les marchés avaient intégré la crise sanitaire, mais en est-il vraiment de même sur les éléments vraiment macro? Alors, concernant la macroéconomie, vous avez à gauche les indicateurs d'activité. Donc ce n'est pas la croissance en tant que telle, mais c'est plutôt des indicateurs prédictifs de la croissance, et notamment des enquêtes qui sont faites auprès des directeurs d'achat. C'est assez utilisé, et ça marche plutôt pas mal, enfin ça marche plutôt bien pour prévoir la croissance. On voyait évidemment la baisse très forte qu'il y a eu à gauche du graphe liée à cet impact Covid l'année dernière, et puis le rebond qu'il y a eu sur l'économie. Ce qui est important de savoir, c'est que cet indicateur, quand il est au-dessus de 50, ça veut dire que l'économie est en croissance. Quand il est en dessous de 50, ça veut dire que l'économie est en décroissance. Donc, voilà, donc baisse un peu. Enfin, donc là, finalement, ce qui est constaté, c'est qu'on est revenu très rapidement au-dessus de 50. On a eu donc un impact très fort l'année dernière. La dernière fois qu'on a eu un impact aussi fort sur l'économie, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale.
On a eu une croissance, un effet rattrapage énorme. Et puis là, on démarre depuis l'été une phase de normalisation qui va durer 2 ans. Donc après cette phase d'accélération de la croissance mondiale, dans tous les pays, on entame une phase de normalisation qui va durer jusqu'en fin 2022, début 2023, pour retrouver une trajectoire de croissance plus normale. Donc ça veut dire que pendant ces années de normalisation, la croissance va légèrement ralentir, mais on va quand même être largement au-dessus de notre croissance habituelle de long terme. Ce qui est intéressant de voir, c'est que donc, sur ces 3 zones sur la gauche, vous avez les États-Unis qui sont sur un trait plus noir, la zone euro en jaune et la Chine avec un trait marron. Vous voyez que finalement les États-Unis, avec cet effet réouverture, on a eu ce trait noir là qui a vraiment très fortement rebondi. Et puis on a ce pic et de nouveau, avec le variant Delta, on a de nouveau réduit et on a commencé à baisser. Au-delà du variant Delta, on a cette phase de normalisation qui est en train de se mettre en place où on devrait converger tranquillement au-dessus de 50, que ça soit pour les États-Unis, la zone euro, ou la Chine, puisque c'est un peu les zones qui nous intéressent le plus. Sur le rythme de vaccination, vous l'avez à droite. Le gros problème qu'on a, ce sont sur les pays que vous voyez en bas, c'est-à-dire où le rythme de vaccination a commencé tard, et puis on est sur des niveaux de vaccination de la population qui sont très faibles. 10% de la population, c'est pour l'Afrique du Sud, par exemple, ou encore l'Inde, donc ça reste très faible, même si ça va accélérer. Et puis, on a aussi l'autre phénomène, à l'inverse, des pays comme les États-Unis, alors là c'est la ligne verte, où on n'arrive pas à dépasser les 50%. Et là d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment l'espèce de séparation en deux des États-Unis entre un côté Biden et un côté Trump. Et c'est un sujet pour les États-Unis, mais on y reviendra. Et ils ont trouvé des façons aussi de faire accélérer la vaccination, en obligeant d'ailleurs pour certaines populations, et c'est notamment la différence qu'il y a en France, les entreprises ont la possibilité d'imposer la vaccination. Et c'est le cas notamment pour les entreprises liées à la santé et l'éducation, mais pas que. Alors, il y a aussi le focus sur la Chine, qui est avec une actualité assez prégnante en ce moment, et notamment avec l'affaire Evergrande. Excusez-moi. Donc, quelles sont les conséquences pour la Chine et quel est justement le potentiel de cette zone géographique ? Alors, la Chine a eu, entre guillemets, l'avantage de ne pas trop souffrir d'une baisse, parce qu'elle n'a finalement pas eu de baisse de croissance, puisqu'elle finit en hausse de croissance, légère mais hausse, c'est le seul pays quasiment, l'année dernière. Donc ça, c'est un vrai avantage où elle devrait capitaliser, et on devrait avoir des chiffres de croissance qui devraient être meilleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi finalement le marché chinois a baissé? Et puis, finalement, l'économie est en train de ralentir. Il se passe que il y a quand même un anniversaire emblématique cette année. Cet été, c'était les 100 ans du Parti communiste chinois. Et il y a un vrai message, une vraie orientation de Xi Jinping pour rester dans cette lignée de se dire on a peut-être été trop loin dans l'ouverture et puis peut-être dans l'ouverture et dans le capitalisme. Et aujourd'hui, on a des inégalités qui sont très importantes en Chine et qui sont complètement à l'encontre du message qu'on voulait passer. Et donc, il faut qu'on rétablisse ces inégalités. Alors, ça va par l'éducation, de se dire, est-ce qu'on doit toujours financer des entreprises qui font de l'éducation? Ça veut dire qu'on aura un pays qui sera séparé en deux, avec des gens qui pourront se payer l'éducation privée, et puis d'autres non. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, non, à partir de maintenant, si vous faites des entreprises et vous êtes dans le secteur de l'éducation, vous devez être non profitable. Ça, c'est un exemple, mais il y a eu plein d'exemples de limitations sur les jeux vidéo, etc. Et sur la partie inégalité, vous avez sur le graphe de droite le fait qu'aujourd'hui, quand même, on a le top 10 de la population chinoise, c'est la courbe en bleu foncé, qui détient plus de 40% de la richesse. Et de l'autre côté, on a 50% de la population qui détient moins de 15% de la richesse en Chine. Donc il y a des inégalités qui sont sans cesse en train de s'augmenter, un peu à l'image de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Mais pour la Chine, à l'occasion, encore une fois, de l'anniversaire du Parti communiste, il fallait lancer des grands messages. Et alors, la chance, je dirais, finalement, pour la Chine, c'est de ne pas avoir trop souffert l'année dernière, et puis d'être porté complètement par la relance mondiale des autres pays. Donc, ils pouvaient se permettre de faire passer des mesures qui sont
restrictifs pour la croissance cette année, parce qu'ils avaient cet élan et ils étaient portés par les autres. Ça, c'est une première chose. Et dans dans les mesures les plus phares aussi, c'était de se dire que l'économie chinoise, elle était portée ces 20 dernières années, principalement par la croissance immobilière. Et juste un petit détail, c'est que avant 98, vous étiez particulier en Chine, enfin chinois, vous ne pouviez pas accéder à l'immobilier directement. Il y a eu un changement de loi fin des années 90 qui a donné l'accès au marché immobilier. Et donc là, les Chinois se sont rués pour acheter de l'immobilier, mais ils n'ont fait que ça en fait. Aujourd'hui, le constat, c'est que dans le patrimoine des Chinois, près de 75% du patrimoine, c'est de l'immobilier. Donc il y a une bulle immobilière qui s'est créée. Donc on achète un appartement, voire une maison, puis 2, puis voire 3, et des rendements qui étaient extraordinaires, 15% par an, donc imbattables. Aujourd'hui, il y a une volonté de l'exécutif chinois de dire on va dégonfler cette bulle, il faut diversifier les actifs des particuliers. Et pour dégonfler cette bulle, il faut dégonfler l'endettement, parce qu'après c'était un peu n'importe quoi sur des géants promoteurs immobiliers comme Evergrande, qui au-delà de l'immobilier ont commencé à acheter des parcs d'attraction, des voitures électriques, plein d'activités qui n'avaient rien à voir avec leur cœur business. Donc aujourd'hui, avec 300 milliards de dollars de dettes, c'est insoutenable. On est en train de démanteler complètement Evergrande. Aujourd'hui, on n'est pas trop inquiet. C'est un vrai sujet pour la Chine, qui sont en train on n'est pas vraiment inquiet pour les marchés actions. On pense qu'en plus, avec cette réorientation de l'épargne, ça devrait être profitable, puisque les Chinois vont investir sur les actions pour leur retraite, commencer à préparer les retraites, etc., ou même l'épargne en général, en diversifiant, ce qui sera porteur dans les prochaines années. Et ce qui est important, donc, sachant qu'on n'est pas loin du pic de croissance de la population chinoise qui commence à décroître, comme le montre en fait le graphe de gauche, avec un défi aussi démographique, puisque c'est un pays vieillissant, avec une croissance aussi intéressante, parce qu'on parle des croissances de 10%, mais c'est fini. On est sur des croissances de 6% aujourd'hui, mais qui vont se normaliser. Vous voyez cette ligne qui est la plus sombre vers le bas, et probablement on ira converger vers une croissance autour de 2% à partir de 2050, un petit peu avant 2050. Donc le défi chinois, il est en train de se faire. Ils ont un formidable timing de le faire à un moment où ils sont portés par la relance globale. Ça pèse sur les actions chinoises pour l'instant, mais ça reste quand même très intéressant pour investir aujourd'hui. Merci Delphine. Alors il y a un autre sujet prégnant, c'est l'inflation. Ouais. Alors est-ce un effet transitoire ou est-ce une tendance de long terme? Tout le monde se pose la question. Ouais. Alors l'inflation, c'est clair, alors pour répondre directement à la question, on pense que c'est transitoire. C'est transitoire, mais alors après, ça peut être du transitoire qui dure un peu. D'accord. Donc le transitoire, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va être sûrement sur un palier d'inflation qui va durer quelques mois pour revenir se normaliser courant 2022. C'est probablement la trajectoire. Alors vous avez les prévisions de Crédit Agricole, Investment Bank, qui sont sur votre écran, sur les États-Unis à gauche et puis sur la zone euro à droite. Donc on a une explosion en fait de l'inflation, que ce soit ce qu'on appelle headline ou core. Headline, donc c'est la courbe la plus sombre, et le core, c'est la courbe qui est dorée. Ça veut dire quoi? Headline, c'est l'inflation tout compris. Core, c'est quand on a enlevé les éléments les plus volatiles, c'est-à-dire or, alimentation et énergie. Et on sait bien qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est l'énergie. C'est le prix de l'énergie. Et est-ce que ce prix de l'énergie qui est en train d'augmenter de façon très forte, parce qu'il y a cette réouverture et parce qu'il y a cette cacophonie liée à la réouverture, et quand on voit, typiquement, pour vous donner un exemple, sur le port de Los Angeles, qui correspond à 40%, en tout cas, de l'arrivée des containers extérieurs aux pays américains, qui avait 74 containers en attente, ce qui est un record fin septembre. Il a fallu pour accélérer les choses, il a fallu que M. Biden passe des mesures et autorise les entreprises à travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour désengorger. Donc il y a un engorgement aujourd'hui, que ça soit au niveau du fret, du transport maritime, que ça soit aussi lié à des matières premières, l'extraction des matières premières. Et puis en plus, on est dans une espèce de boucle. Je prends un exemple. Je vous donne un exemple concret. La semaine dernière, le zinc prend 20% sur la semaine. Pourquoi? Parce que les producteurs, les principaux producteurs, qui sont des producteurs
Glencore par exemple ou Nyrstar, Nyrstar qui est plutôt un producteur européen et australien, ont décidé de réduire leur production de zinc, notamment en Europe, de 50%. La semaine dernière, ils annoncent qu'ils baissent la production dans leur site de production européen de 50%. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, le prix de l'énergie qui est trop cher, qui fait que ce n'est pas rentable. Et surtout, deux, la transition énergétique qui fait que s'ils utilisent d'autres sources d'énergie, ils ne seront plus dans la trajectoire qu'ils doivent respecter et ils ne vont pas pouvoir le faire. Donc ils ne peuvent pas tenir cette trajectoire. Donc en fait, on est un peu dans cette situation, et ça sera très intéressant d'ailleurs de voir comment se déroule la COP 26, pour voir quelle est un peu l'analyse là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on a un peu mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on annonce une transition énergétique, mais en fait, on n'est pas encore aujourd'hui en capacité, avec l'énergie renouvelable, de faire face à des pics de demande aussi forts qu'on a aujourd'hui. Alors pourquoi c'est transitoire? Et je finirai là-dessus parce que je vais peut-être être un peu longue sinon, mais pourquoi c'est transitoire selon nous? Parce qu'il y a une vraie, donc il y a cette réouverture qui fait qu'il y a une demande qui est un peu exceptionnelle, parce que tout le monde veut aller dans les magasins, et notamment les Américains, hein, qui étaient beaucoup en télétravail et qui sont revenus depuis cet été, voire septembre. Donc il y a une vraie demande liée à la réouverture. Et donc, pourquoi elle va être transitoire, l'inflation? Parce que finalement, cette demande, elle ne va pas rester forte on ne pense pas que la demande va être très forte très longtemps. Donc, on a une très forte demande, une offre qui n'arrive pas à fournir, et cette offre qui se met quand même en maximum de ses capacités. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument essayer de faire en sorte que pour Noël, on n'ait pas de rupture d'approvisionnement. Donc en fait, on a une sorte de projection de la demande, de se dire qu'il y aura une forte demande d'ici Noël et qui va continuer d'être forte. Et puis, il faut qu'on fournisse, il faut que les étagères soient pleines. Donc ça, il est possible donc du coup que après le pic qu'on est de cette fin d'année, en plus on attend éventuellement un hiver rigoureux. Du coup, les États comme la Chine ont annoncé qu'ils voulaient absolument faire des réserves d'énergie pour cet hiver. Donc tout fait qu'il y a plein de choses en même temps qui arrivent qui font qu'il y a ce goulot d'étranglement qui devrait se résorber début d'année et en gros lors de la première partie de l'année prochaine. Juste aussi un élément qui est aussi intéressant, juste un élément qui est sorti la semaine dernière, c'est sur les ventes au détail aux États-Unis. Les ventes au détail aux États-Unis la semaine dernière, c'était assez intéressant parce que, contre toute attente, on attendait une baisse des ventes et c'était plus fort que prévu. Pourquoi? Parce que la demande était là et elle a pu absorber les prix, les hausses de prix aux États-Unis. Les gens étaient prêts à absorber cette hausse de prix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sondage qui est sorti par Accenture, fait par Accenture, et qui a interrogé donc les particuliers américains. Et en gros, on leur a demandé qu'est-ce que vous allez acheter pour Noël? Et à 43%, les gens ont dit, peut-être pas forcément des biens de consommation, on achètera peut-être plutôt, pour 43%, des services, c'est-à-dire qu'on n'achètera peut-être pas des gros cadeaux pour Noël, entre guillemets des cadeaux physiques, mais on ira peut-être au restaurant, ou on ira peut-être s'offrir un théâtre ou autre, ou une croisière, mais plutôt des services. Et ça, c'est intéressant, et on suit ça avec attention. Alors justement, quelles sont les conséquences pour les entreprises? Donc il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui peuvent répercuter ces hausses de prix, et puis il y a celles qui ne peuvent pas répercuter les hausses de prix. Ce qu'on voit, c'est quand même que dans les dernières publications de résultats, et là on vous a mis sur la gauche le nombre d'entreprises du S&P 500 qui citait le mot inflation et donc qui était un peu inquiet par cette inflation, c'est 224, donc c'est quand même la moitié des 500 entreprises, donc c'est extrêmement important, ça n'a jamais été aussi important. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose, et on aurait continué aujourd'hui, peut-être le sondage, je pense que ça augmente encore. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui est pris en compte par les entreprises. Après, il y a plusieurs types d'entreprises. Il y a, on va y venir dans un instant, mais il y a les entreprises donc, qui ne sont pas en capacité de répercuter les coûts et donc qui vont rogner sur leur marge, et puis il y a celles qui peuvent répercuter les coûts. Les entreprises qui peuvent répercuter les coûts, c'est les entreprises qui sont sur un secteur de niche, par exemple les semi-conducteurs. Aujourd'hui, c'est en pénurie, c'est un secteur de niche, donc quoi qu'il arrive, on payera l'augmentation.
Et puis, il y a celles qui arrivent aussi, qui ont un pricing power, qui arrivent à imposer leur prix. Traditionnellement, on parle du secteur du luxe. Le luxe a une capacité d'imposer un prix. Aujourd'hui, ça va complètement au-delà de ça. Et avec des nouvelles habitudes des consommateurs, par exemple, si je prends juste un exemple, pendant le Covid, on s'est mis à faire de la cuisine chez nous. Et pas que les femmes, hein, les hommes, les enfants. Je confirme. Et au final, typiquement, on voit les entreprises qui vendent du petit électroménager qui sont aujourd'hui en capacité d'augmenter les prix, et c'est complètement absorbé par la demande aujourd'hui. Donc, en fait, on va retrouver, est-ce que c'est durable? On va le voir. Et c'est ça qui est compliqué pour nous aujourd'hui. C'est dans notre scénario, donc je vous disais qu'on est dans cette normalisation, ce qui va être intéressant, c'est de voir quels sont vraiment les changements qui vont être durables dans le temps et quels sont ceux qui sont temporaires. Ça, pour l'instant, on n'est pas en capacité de vraiment le dire. Est-ce que réellement de faire la cuisine chez nous, ça va durer? Pas vraiment en capacité de le dire aujourd'hui. Effectivement. Alors, on a vu que les principaux indices avaient effectivement bien progressé depuis le début de l'année. Justement, qu'en est-il sur des opportunités de marché par rapport à la cherté du marché, Delphine? Alors, donc, pour revenir un peu en arrière, on vous a mis, alors peut-être juste le graphe de droite est peut-être plus parlant, c'est sur les croissances bénéficiaires des actions. Et notamment, on a fait un zoom là sur l'Europe. Donc en fait, on revient, c'est toujours intéressant de revenir avec parce que les chiffres en absolu, si je vous dis, bon, on attend cette année 62% de hausse de croissance bénéficiaire des entreprises, vous allez dire, 62%, c'est extraordinaire. Alors, c'est extraordinaire, en effet, mais c'est au regard de la baisse des 34% de l'année dernière. Donc, si on fait moins 34 plus 62, eh bien, finalement, on arrive seulement à un plus 7. Donc, si on agrège les 2 années, finalement, on a une croissance bénéficiaire des entreprises européennes. Donc, le bénéfice des actions, des bénéfices des entreprises ont cru de 7% sur 2 ans. Ce qui est plutôt faible, au final. Enfin, d'ailleurs, c'est en révision toujours positive. Bon, maintenant, on s'approche de plus en plus de la fin de l'année, donc ça va être de plus en plus stable ce chiffre-là, et on va probablement arriver à une fin d'année autour du 7-8. Mais voilà, l'année est quasiment faite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'année 2022. Aujourd'hui, on attend, bien bizarrement, un 7% encore pour 2022. Donc quand on fait 7 plus 7, bon, ça fait 15. Bon, c'est la magie des intérêts composés. Donc les 15% sur les 3 années, probablement on attend encore des révisions à la hausse. Parce que cette normalisation, elle va se faire aussi pendant l'année 2022. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours à attendre, de notre point de vue, un réajustement de la croissance bénéficiaire. Alors là, on n'est pas dans la différence des secteurs, évidemment. Il faut regarder plus dans le détail et il faut être très sélectif. Mais globalement, du point de vue de la croissance bénéficiaire, on est plutôt positif, puisque les marchés actions, quand la dynamique est plutôt bonne sur la croissance bénéficiaire, les actions performent. Un autre élément de valorisation, c'est le PE. Donc, donc le prix, on prend le prix, la valorisation du cours de bourse divisé par les rendements, les earnings. Donc, c'est-à-dire donc ce qui est attendu comme bénéfice. Et vous voyez, donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir si, en gros, plus le chiffre est bas et moins c'est cher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça soit sur le stock 600, sur l'Europe, sur la gauche, ou le CAC 40 sur la droite, c'est qu'avec cette crise qu'on voit, donc cette baisse qu'on voit sur la fin du graphique, fin 2020, enfin 2020, mars 2020, on était très temporairement, on était très peu cher. Et puis, ça s'est renchéri très fortement. Ça s'est renchéri très fortement parce que les prix ont augmenté très rapidement, mais en fait, la partie bénéfice ne s'est pas ajustée tout de suite. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, les marchés ont un peu rebaissé. On est quand même sur des niveaux qui sont importants, on l'a montré au début, mais qui nous semblent encore avoir du potentiel, notamment sur l'Europe. Et c'est surtout qu'on a eu un réajustement de la visibilité sur les bénéfices qui a augmenté dans le temps, donc qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un PE qui est revenu sur des niveaux attractifs. Donc sur le CAC 40, on est revenu sur des niveaux aussi attractifs qu'avant la crise. Bon, on n'était pas non plus très très peu cher, mais on est revenu sur des niveaux qui nous semblent aujourd'hui plus raisonnables. Donc en fait, tout ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu un excès dernièrement, mais
comme on a une dynamique de résultats, d'earnings qui est plutôt pas mal et qui devrait continuer, on est sur des valorisations qui sont, somme toute, assez intéressantes. Alors pour conclure, Delphine, quelles sont aujourd'hui tes convictions et qu'est-ce que tu conseilles à nos téléspectateurs de ce soir en termes de stratégie d'investissement? Alors, donc j'avais passé, j'ai oublié de parler des États-Unis, mais et ça va me faire la transition. Donc vous avez sur les États-Unis, donc vous voyez que sur le PE, là pour le coup, on n'est pas revenu, on est vraiment très très cher. Et pourquoi? Parce qu'il y a toute cette partie de la tech qui est très importante. La tech, sur le S&P 500, donc les 500 entreprises qui forment l'indice phare aux États-Unis, actions, ça représentait autour de 22% il y a à peu près, enfin autour de 22% il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, c'est 30%. Donc en fait, la part de la tech a énormément augmenté puisque les valorisations ont fortement augmenté. D'ailleurs, vous le voyez sur le graphe de droite. Avec Apple qui représentait 4% en 2019 de l'indice, aujourd'hui c'est 6%. Et donc le top 10 qui représentait 20% de l'indice, aujourd'hui c'est presque 30%. Donc en fait il y a une forte concentration. Sur 500 entreprises, on a quand même 10 qui représentent presque un tiers, enfin, ou plus d'un quart. Donc en termes de choix, je dirais que ce n'est pas pour ça qu'on va complètement être en dehors de la tech. Aujourd'hui, notre choix, et je vais finir là-dessus parce que je vais vous parler du long terme, notre choix c'est d'être finalement, d'avoir un peu les extrêmes. C'est-à-dire d'avoir la technologie, même si c'est cher, typiquement dans la tech, on va avoir la sécurité informatique. Aujourd'hui, dans tous nos fonds, dans tous nos mandats, on a de la sécurité informatique. C'est forcé d'avoir en structurel cette thématique. Je te l'apprends parce que c'est quelque chose qu'on aura, je pense, toujours. Et par contre, on va avoir des valeurs qui sont plus intéressantes en termes de valorisation, des valeurs qu'on appelle value, et qui sont décotées, et notamment qui semblent avoir un bon potentiel. Typiquement, les banques, ça en fait partie, mais aussi dans toute la partie service aux entreprises, que ce soit les médias, etc., donc qui sont aujourd'hui décotés et qui nous semblent avoir de l'attrait. Ce qui est aussi important de voir quand on achète des actions, c'est de se mettre dans un horizon de temps. Et ça, ce graphe, je pense que s'il n'y a qu'un graphe à regarder de cette soirée, de tout ce que j'aurais dit, c'est là. Vous avez sur la gauche, sur la première barre qui a 1 an, le niveau qui est en rouge, vous avez un 48% qui est marqué et puis un 38% en négatif en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que historiquement, sur 1 an, vous avez 48% de chances d'avoir une performance positive en fait, et puis 38% d'avoir une performance négative. Donc en final, vous avez finalement votre performance, elle est, vous jetez la pièce finalement en l'air et puis vous avez très peu de chances d'avoir, vous ne savez pas vraiment si vous aurez une performance positive ou négative. C'est vraiment un pari, sauf vraiment d'investir sur un choc comme on a eu l'année dernière, mais vraiment ça n'arrive pas chaque année. Et vous voyez que plus les années passent et plus finalement, alors, vous avez une performance qui va s'équilibrer et qui va être positive à la fin de l'année. Plus le temps passe. C'est-à-dire que autant vous êtes complètement sur 1 an, vous jetez la pièce en l'air. À partir de 15 ans, vous avez quand même une forte probabilité d'avoir une performance positive et elle est très, très proche de 100%. Alors, on prend en compte, attention, dans tout ce qu'on prend là, dans ces calculs-là, on prend les dividendes réinvestis. Parce que quand vous regardez, par exemple, le CAC 40 sur des indicateurs, enfin sur ce que vous pouvez regarder dans les journaux, etc., généralement, c'est dividendes non réinvestis. Mais quand on réinvestit les dividendes, et c'est ce qu'on prend en compte, ça apporte de la valeur. Et c'est justement ce que je voulais vous montrer à droite, c'est ce graphe. Là, pareil, vous avez complètement à gauche sur 1 an, et puis la dernière barre, c'est sur 20 ans. Sur 1 an, qu'est-ce qui fait la performance? C'est pas la valorisation, enfin c'est surtout la valorisation, puisque c'est finalement, est-ce que le marché a monté cette année-là ou est-ce qu'il a baissé? La partie croissance des résultats de l'entreprise ou la partie dividende, elle apporte finalement moins. Et plus on passe dans le temps, et quand vous êtes au bout de 20 ans, c'est ça qui est intéressant, c'est que la valorisation, finalement, fait que le marché est monté ou baissé, c'est peu. Ça représente que là 13%. Par contre, 2 tiers,
est vraiment lié à la croissance des résultats d'entreprise. D'où l'intérêt de bien choisir son entreprise sur le long terme, parce que c'est vraiment sa croissance des résultats qui va entraîner une performance dans le temps. Et les dividendes, comme je disais, ça représente plus d'un quart. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un horizon de temps qui est long, il n'y a pas de doute, il faut aller sur les actions et il faut être sélectif dans ces actions. Donc nos convictions, et je terminerai là-dessus, c'est que on a beaucoup parlé des actions européennes, mais au-delà des actions européennes, la Chine paraît intéressante aujourd'hui. Au-delà de la Chine, l'ASEAN et notamment les actions indonésiennes, parce que c'est dans toute l'Asie qui est en train de décoller, parce qu'ils sont en retard sur cette partie blocage lié au confinement et puis aux résurgences du Covid. Et puis, donc, ils sont en train d'accélérer. L'Indonésie est intéressante parce qu'ils sont en train de lancer une loi omnibus, la loi qui s'appelait Omnibus, qui permet de relancer l'économie. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails parce que je pense que je suis un petit peu en retard. Et d'autre part, ce qui est assez intéressant avec l'Indonésie, c'est qu'ils ont fait aussi un accord avec la Chine pour avoir leurs transactions en monnaie locale. Parce que jusqu'à présent, ils avaient leurs transactions en dollars. D'accord. Et maintenant, ils vont l'avoir en yuan et en roupie indonésienne. D'ailleurs, c'est ce qu'est en train de faire la Chine progressivement. Donc, globalement, les actions émergentes nous plaisent bien. Les obligations aussi émergentes nous plaisent bien, que ce soit la Chine, l'Indonésie, l'Inde. On aime bien ces obligations d'entreprise. Les actions zone euro, j'en ai parlé, et les actions internationales, globalement, on va retrouver les thématiques de long terme. Alors, on n'a pas parlé des thématiques vertes en tant que telles, mais tout ce qui est transition climatique, la sécurité informatique, j'en avais parlé aussi tout à l'heure. Et ce qui est aussi important dans tous nos mandats et dans nos fonds, on a toujours les valeurs refuges. Ouais. Et dans les valeurs refuges, aujourd'hui, ce qui nous semble intéressant comme valeurs refuges, c'est les obligations d'État, les obligations indexées à l'inflation pour nous protéger contre l'inflation, et puis les métaux précieux. Merci Delphine pour ton analyse. Ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il y a des belles opportunités de marché à saisir. Encore faut-il se donner le temps. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir avec Thibaut les solutions de gestion que vous, téléspectateurs, vous pouvez avoir en option. Hein. Il en existe 3, donc on va voir ça ensemble avec Thibaut. Alors, je vais prendre la zapette. Merci. Donc Thibaut, quel conseil peut-on donner à nos téléspectateurs ce soir qui nous écoutent sur la manière d'investir justement? Céline, je pense que le premier conseil que nous pourrions donner à nos téléspectateurs qui ont peut-être l'envie effectivement d'investir sur les marchés financiers, c'est avant tout peut-être de bien se connaître. Bien se connaître, pourquoi? Parce que, on le voit là sur le graphe qui passe à l'écran, on peut passer par pas mal d'émotions et c'est important, je pense, lorsqu'on investit en bourse, de savoir gérer ses émotions. Il y avait un ancien dirigeant de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, qui disait au début des années 90, lorsqu'il parlait des marchés financiers, d'une exubérance irrationnelle. Et on peut le voir là sur le graphe qui passe à l'écran, c'est qu'effectivement, il est possible, lorsqu'on investit sur les marchés financiers, de passer d'un sentiment d'emballement, voire même d'euphorie. Ça correspond souvent à un point haut finalement du marché, où il serait sans doute judicieux de réduire un peu la voilure et de prendre des bénéfices. Et autrement, on peut aussi passer par des émotions plus négatives qui vont être le découragement, voire la panique. Ça a été le cas. L'exemple le plus récent, c'est sans doute le krach qu'on a subi quand même en mars 2020 avec l'annonce du premier confinement. Paradoxalement, c'était sans doute un excellent moment pour entrer sur les marchés financiers ou au contraire renforcer ses positions. Donc je dirais le premier conseil, c'est ça, avant de connaître bien les marchés, se connaître soi-même. Alors, on peut constater que les émotions de l'investisseur sont finalement aussi volatiles que les marchés financiers, c'est ça, en quelque sorte. Un ascenseur émotionnel. Ouais. Bon, alors comment peut-on déterminer justement son profil d'investisseur, Thibaut? Généralement, on distingue 3 grands profils d'investisseurs. On va retrouver d'abord l'investisseur autonome qui a ses propres compétences, ses propres convictions, qui va choisir lui-même les actions sur lesquelles il souhaite investir. Il a besoin évidemment d'un accès rapide à l'information financière et puis d'avoir des outils adaptés finalement à la fois pour passer ses ordres évidemment, mais aussi pour suivre son portefeuille. Au Crédit Agricole, on met en place une plateforme dédiée bourse qui s'appelle Investor Intégral.
Bon, cette typologie de clients, finalement, ça représente que 10% des épargnants. Hein. Vous êtes nombreux, finalement, à avoir besoin aujourd'hui de conseils pour entrer sur les marchés financiers, d'être accompagnés dans vos choix d'investissement et un profil qu'on appelle participatif chez nous à travers des services de gestion conseillés peut être très, très intéressant parce que l'équipe de gestion va faire preuve à la fois de pédagogie et va permettre aussi de vous acculturer à cette information financière. Dans ce mode de gestion, vous restez en plus décisionnaire. Hein. C'est bien vous qui prenez les différentes décisions. Et puis enfin, vous êtes encore plus nombreux, je pense, à avoir ni le temps, ni l'envie, ni parfois les connaissances pour investir sur les marchés financiers. Donc, on met en place ce qu'on appelle de la gestion sous mandat, de la gestion délégataire, où l'objectif principal, finalement, c'est d'accéder à la performance des marchés financiers, mais en dormant tranquille. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette dernière solution qui est gérée par les experts d'Indosuez, justement? Nous sommes ce soir dans leurs locaux et rappelons-le, Indosuez, c'est notre filiale au Crédit Agricole, spécialisée en gestion de fortune et qui propose aussi des mandats. Comme je disais juste avant, l'objectif, c'est de confier une partie de son épargne à des experts, à des gérants qui vont mettre toute leur réactivité, tout leur savoir-faire finalement au service de votre épargne pour vous faire saisir au moment opportun les opportunités justement qui vont se présenter sur les marchés financiers, que ce soit sur le marché français, mais ça peut être aussi sur les marchés européens, voire internationaux. Moi, je retiens de toute façon deux avantages à la gestion sous mandat. La première, c'est déjà de pouvoir sélectionner le mandat qui vous ressemble, c'est-à-dire celui qui va avoir le niveau de risque et l'horizon de placement correspondant à vos projets et à votre profil. Et puis le deuxième, mais vous l'avez bien compris, c'est finalement de se dégager de toute contrainte en termes de gestion et d'avoir l'esprit libre. Il y a une chose aussi que je tiens à souligner parce que Indosuez a mis dans ses mandats ça fait un certain temps, mais dans les nouveaux mandats qu'il lance récemment, il y a effectivement toute une partie liée à l'ISR et aux thématiques ESG, etc. La délégation n'excluant pas le contrôle, on le dit souvent, évidemment que les épargnants ont accès à des comptes rendus de gestion et peuvent même contacter en direct l'équipe de gérants pour avoir des explications sur leur mandat. Alors le mandat de gestion, on a vu ses avantages, mais sur quelle enveloppe on peut les utiliser? Finalement, on va retrouver les enveloppes d'épargne, les solutions d'épargne traditionnelles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir souscrire une gestion sous mandat sur votre contrat d'assurance vie ou sur votre contrat de capitalisation. Vous avez aussi la possibilité d'investir directement sur votre épargne boursière, plan d'épargne action et compte titre. Le choix aussi du mandat, il peut se faire en OPC, ce qu'on appelle les organismes de placement collectif. Là, on va le retrouver à la fois sur PEA, compte titre et assurance vie. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller investir directement sur des titres vifs, c'est-à-dire des actions que vous allez détenir en direct, là plutôt sur vos enveloppes évidemment PEA et compte titre. Alors pour prendre un exemple concret et montrer à nos téléspectateurs à quoi ressemble un mandat de gestion, tu peux nous présenter un exemple, oui, Thibaut? Surtout que là, il y en a un qui est présenté directement à l'écran que nos téléspectateurs peuvent voir. Il est extrait d'ailleurs des comptes rendus de gestion envoyés de façon hebdomadaire aux mandants. Là, il s'agit d'un mandat qui est en assurance vie et qui est dit stratégie. En fait, on distingue, on va dire, une triple diversification dans ce mandat. La première diversification, elle est sur les classes d'actifs. Alors la part belle est donnée évidemment aux actions parce que comme on l'a vu, c'est finalement dans le temps ce qui va tirer la performance du mandat. Il y a aussi la classe d'actifs liée aux obligations et puis à la part monétaire. Les fonds monétaires, c'est souvent justement le cash qui est utilisé par l'équipe des gérants, soit pour saisir les opportunités d'investissement qui vont se présenter, soit au contraire pour réduire un peu la voilure de la partie action et ce sera finalement le réceptacle. La deuxième diversification, elle est d'ordre géographique. Elle n'apparaît pas sur la diapo présentée, mais on l'a dit tout à l'heure, l'objectif c'est d'aller saisir les opportunités des marchés, que ce soit en France, mais aussi sur le marché européen, US, et puis les actions émergentes ou asiatiques. Et enfin, la dernière diversification, elle est sectorielle ou thématique, on va dire. L'équipe de gérants sélectionne les fonds qui vont présenter du potentiel et qui vont être investis finalement sur de grandes tendances. On le voit par rapport aux noms de fonds qui sont indiqués, mais ça peut être aussi bien le capital humain que la chaîne de l'eau ou les énergies propres ou l'éducation.
L'aspect aussi qui est intéressant dans les mandats de gestion, c'est cet aspect multi-gestion. C'est-à-dire que l'équipe de gérants va faire le choix effectivement d'être en architecture ouverte. Elle va proposer des fonds qui sont aussi bien issus de notre société de gestion d'actifs qui est Amundi, mais elle peut aussi aller investir sur d'autres sociétés de gestion qui ont pignon sur rue comme DNCA, Pictet, AXA ou CPR. Merci Thibaut pour toutes ces précisions. Merci Delphine pour ton analyse. On va passer maintenant aux questions. Il y a certainement des questions ce soir que le public se pose. Alors, on a Thierry qui nous pose une question sur le montant minimum pour souscrire un mandat. Et combien de temps, justement, ce que disait Delphine, combien de temps préconisez-vous de la conserver ? Alors, pour répondre sur la première partie de la question concernant les montants minimums pour souscrire un mandat, finalement, lorsqu'on va être sur un mandat de type OPC, organisme de placement collectif, le seuil d'entrée est fixé à 20 000 €, qu'on soit d'ailleurs dans le PEA, dans le compte titre ou dans l'assurance vie. Si vous voulez avoir accès par contre à une gestion titre vif, à ce moment-là, il faudra y consacrer plutôt 50 000 €. La deuxième partie de la question de Thierry, c'est sur la partie horizon de placement. Alors là, je pense que Delphine y a déjà pas mal répondu, mais ce qu'on recommande, c'est 5 ans. Mais 5 ans, finalement, c'est un vrai minimum. C'est-à-dire que plus, on le sait très bien, on l'a dit tout à l'heure, le meilleur allié quand on place son argent sur les marchés financiers, c'est le temps. Donc si on vise un objectif long et qu'en plus on fait le choix de l'investissement progressif, je pense qu'effectivement on pourra tirer le meilleur de ce mandat. En tout cas, ce qu'on peut conseiller à Thierry, c'est de se rapprocher finalement de son conseiller habituel, parce qu'aujourd'hui on a du recul sur les mandats, ils ont été créés fin 2012 pour la plupart, donc ça permet effectivement d'avoir un peu de recul sur les performances passées. Merci Thibaut. Alors on a une deuxième question plutôt pour Delphine. Philippe nous pose la question, les fonds responsables sont-ils plus rentables que les autres ? Ouais, bonne question. En fait, c'est aussi une question d'horizon de temps. Ouais. Parce que les fonds responsables, quand on dit responsable, ce n'est pas une formule magique qui va faire que de toute façon, à tout instant, ça sera beaucoup plus performant. Par contre, ce qu'on constate, et on a fait une étude depuis 2009, oui, donc bon, au moins les 10 dernières années, un peu plus, pour voir, parce qu'avant, le comportement était... c'était moins, il y avait moins de fonds ISR en fait dans le marché. Donc on a regardé un peu le comportement de ces valeurs et notamment le comportement, la performance du E, de l'environnement, de la partie environnement, la performance du S, donc le social, et de la gouvernance. Ce qu'on remarque sur longue période, c'est que la gouvernance a toujours surperformé. Alors, parce que c'est vrai que la gouvernance était regardée par les gérants ISR et par les autres gérants, parce que c'est important de regarder la gouvernance. Donc c'est un critère qui a toujours très très bien performé. Ce qu'on remarque, c'est que plus récemment, c'est-à-dire depuis 5-6 ans, c'est plutôt la partie environnementale qui performe bien. Et encore plus récemment, depuis l'année dernière, on voit la partie sociale qui commence à surperformer, parce que pour le coup, elle sous-performait sur longue période. Après, tout agrégé, le E, le S et le G, quand on la met en filtre, ça apporte de la surperformance sur ces 10 ou 12 ans d'études. On voit que ça apporte de la surperformance sur notre panier de valeurs. Par contre, quand je disais que ce n'est pas à tout instant, c'est qu'il y a des périodes, il y a des moments où ça sous-performe. Mais sur longue période, parce que c'est ça qu'on attend. Parce que quand on met ce filtre ESG, quand on va dans l'investissement responsable, on se met sur un horizon de temps long, plus long, et on veut avoir du sens, donner du sens à son épargne, et puis aussi avoir une sorte de nouveau filtre de risque qu'on ne regardait pas par ailleurs, qui nous semble de toute façon aujourd'hui complètement indispensable. Merci Delphine. Alors une dernière question, parce qu'on a un peu débordé sur le timing. Une question de Nathalie. Donc lorsque je mets en place un mandat, comment puis-je savoir où j'en suis dans la performance ? Alors Thibaut, tu peux nous répondre ? Oui, c'est une question en plus, je pense, qui est très importante parce qu'on l'a dit, je délègue la gestion, mais finalement, est-ce que j'ai quand même un contrôle et un suivi ? Bon, on l'a dit tout à l'heure, le suivi, il s'effectue de façon très transparente à travers la réception d'avis d'opérés ou à travers la réception des comptes rendus de gestion.
Mais au-delà de ça, l'investisseur qui va faire le choix du mandat de gestion, il peut avoir accès directement par téléphone aux gérants, à la rigueur pour les interroger sur leur choix d'investissement, pour leur demander pourquoi pas de l'information plutôt macroéconomique ou juste pour faire un point d'étape sur leur mandat. Et puis il y a une deuxième chose qui est importante dans le monde numérique dans lequel on vit, c'est qu'Indosuez a mis en place une application dédiée qu'on peut télécharger sur son smartphone ou sur sa tablette et qui permet de suivre quotidiennement l'évolution de son mandat et d'avoir accès aussi à pas mal d'autres informations financières. Merci Thibaut. Alors on va s'arrêter là pour les questions. Il y en a beaucoup ce soir. Donc on vous revient par mail. Vous avez aussi vos banquiers privés qui sont à votre disposition pour vous accompagner justement sur les différentes solutions de gestion. Et voilà, je tiens à remercier donc Delphine et Thibaut pour ces échanges passionnants et puis voilà, ces perspectives qui nous donnent pas mal d'idées pour justement aller investir sur les marchés financiers. Donc merci à vous deux. Merci Céline. On va poursuivre la soirée, donc deuxième partie de la soirée. On se retrouve juste après pour le tirage au sort. N'oubliez pas de répondre à la fameuse question. Il y a un week-end en jeu à Center Park à gagner. On se retrouve à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie de la soirée. Alors, non, ce n'est pas un nouvel atelier culinaire. Ne vous inquiétez pas, on innove un petit peu ce soir puisqu'on a la chance d'être accueillis au musée Grévin par Véronique Bérex, qui est responsable des relations extérieures. J'ai cette chance. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Alors ce qui me paraît intéressant, ce serait de revenir sur voilà, l'histoire du musée Grévin, sa création. Eh bien, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mais en fait, c'est une belle histoire. Ce musée Grévin est à l'origine, à l'initiative en fait d'un journaliste qui s'appelait Arthur Meyer. Et ce monsieur dirigeait un quotidien qui s'appelait Le Gaulois. Et il s'est dit, mais après tout, mes lecteurs ne savent pas vraiment à quoi ressemblent ceux et celles qui font la une des pages du journal. Parce qu'effectivement, la photo existait, mais c'était déjà assez cher à utiliser en presse, donc il n'y avait que des dessins et des caricatures. D'où l'idée d'avoir un journal en fait en 3 dimensions. Et quand le musée a ouvert ses portes, donc le 5 juin 1882, il n'y avait que le rez-de-chaussée, cette splendide salle des colonnes et coupoles, qui a été construite et décorée exclusivement pour le musée Grévin. Et ce n'est que par la suite qu'ils ont creusé les sous-sols, qu'ils sont montés dans les étages et qu'ils ont apporté différents autres lieux comme le Palais des Mirages, le théâtre, et puis bien sûr aujourd'hui donc tout aussi le parcours historique et toujours contemporain, puisque c'est le propre de Grévin. On l'oublie souvent que le propre de Grévin, c'est de représenter ceux et celles qui sont au cœur de l'actualité, avec la complexité qu'aujourd'hui l'actualité elle va un petit peu plus vite qu'en 1882. Très vite. Oui. Alors justement, en transition, comment sont choisis les personnages qui sont représentés ici? Enfin, j'ai cru entendre dire qu'il y avait une académie Grévin. Tout à fait. En 2001 a été créée l'Académie Grévin, qui à l'époque était présidée par Bernard Pivot, qui aujourd'hui il a passé le relais à Stéphane Bern. Et pour rester dans cette lignée journalistique, ce sont tous des hommes et des femmes de presse. Nous nous réunissons 2 fois par an. Et au préalable, en interne, on prépare des pré-listes, des listes de nominés. Et lors de ces réunions, eh bien, ils élisent 1, 2, parfois 3 personnalités françaises. Les personnalités étrangères sont un choix du comité de direction de Grévin. Donc même chose, on se réunit en fonction de l'actualité. Voilà. D'accord. Merci Véronique. Et alors, est-ce que vous avez une anecdote sur un personnage en particulier qui a marqué les esprits du musée? Mais des anecdotes, bien évidemment, il y en a une qui a marqué, en tout cas, je dirais le XXe siècle pour Grévin, c'est l'entrée de Michael Jackson, puisque j'avais dû faire fermer les grands boulevards. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois aux États-Unis, en Suisse, avant cette inauguration. Il est revenu la semaine suivante avec des amis qui n'avaient pas pu être là le jour J. C'est vrai que oui, c'était un grand événement et c'est Monsieur Marceau, j'avais fait la surprise à Michael Jackson de faire venir le mime Marceau qui lui avait appris le moonwalk.
Ah, Voilà, et il ne excellent. s'était pas vu depuis un moment et il était bon, voilà, super content. Et, oui, c'était un des grands moments, en tout cas du XXe siècle. Mais encore une fois, chaque moment est unique. Oui. Très émouvant pour les personnalités. Très bien, merci Véronique. Et alors, est-ce qu'on peut, en avant-première, savoir quelle prochaine célébrité intégrera donc du coup le musée? On peut le dire ou enfin vous Bah, écoutez, savez? allez, pour vous, je vais Ah. vous donner des petits scoops parce que c'est vous. Ah, Eh bien, ça tombe bien, nous sommes dans ce décor donc, de cuisine hein, qui a été créé assez récemment pour accueillir donc, voilà, Pierre Hermé, Alain Ducasse et donc Monsieur Bocuse qui était là depuis très longtemps aussi. Eh bien, il y aura Cyril Lignac Ah, qui rejoindra Grévin le 15 novembre. Voilà, pour la pâtisserie, mais c'est aussi un chef, hein, il Tout à fait. de la pâtisserie. tout à fait. Et puis, il y a également un personnage un petit peu singulier, puisque c'est un jouet, et on va célébrer les 60 ans de Sophie la girafe, Oh, ce célèbre jouet la pour fameuse bébé. Sophie la girafe. Et cette Sophie fera 1m70, et donc D'accord. nous avons tous été des bébés, et Tout à fait. peut-être avons-nous eu cette Ah bah, girafe. je vous confirme, hein, Véronique. voilà. J'en ai une et je m'en Voilà. souviens. Et puis plus tard, on sera encore dans le football, D'accord. avec Antoine Griezmann par exemple. Bon, puis là, je peux pas vous en dire. Oh, là, ça fait déjà beaucoup, 3 scoops en quelques minutes. Merci Véronique. Très bien. Eh bien, écoutez, Véronique, je vous remercie Et je pour vous en prie. ces quelques mots de présentation. On y voit déjà plus clair. Et puis, voilà, avant de retrouver les ateliers du musée, Et oui, on va- la visite continue. hein. Là, visite- vous allez la dans les visite continue coulisses. pour vous tous, hein, donc surtout restez bien connectés. Après cette introduction de Véronique, on fait un crochet en Touraine. Donc on revient sur notre territoire. Stéphane Barré, sculpteur au musée Grévin, qui vient d'arriver récemment donc en Touraine, juste avant de poursuivre avec Patricia, qu'on rejoindra aux ateliers du musée Grévin. Alors Stéphane, bonjour. Bonjour. Ravi d'être accueilli dans cet atelier. Alors depuis combien de temps tu es du coup en Touraine? Eh bien, je suis arrivé en février l'année dernière. D'accord. Donc, je venais de la région parisienne. Voilà, j'ai acheté cette bel espace de 200 mètres carrés sur Tours. Et depuis février, voilà, j'exerce ma passion ici. Alors comment tu organises ton travail? Alors tu dois régulièrement aller sur Paris pour rencontrer les personnalités, tu fais tout à distance. Non, bah, comment l'avantage de Tours, c'est que on n'est vraiment pas loin de la Ouais, région parisienne, c'est vrai. enfin de Paris. Donc, pour Grévin, c'est vrai que les rendez-vous se font directement au musée, enfin, D'accord, dans les ateliers. d'accord. Dans les ateliers Grévin. C'est-à-dire D'accord. que rien n'est fait ici, enfin avec la personnalité. Par contre, moi, tout mon travail derrière, le travail de modelage, le travail sur le corps, je le fais ici. D'accord. Et puis régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours, je monte sur Paris pour montrer aux équipes. Et puis quand c'est pratiquement la fin, remontrer à la personnalité Oui, pour voir si le résultat est la bien ou pas bien. confrontation, Exactement. entre Exactement. le personnage moulé Exactement. et la star, enfin Ouais. et la personnalité. Ouais. Et alors la dernière en date, qui c'est? Et il n'y a pas très longtemps, Sophie la girafe. Ah bah voilà. Donc c'est vrai que c'est Effectivement, pas, Véronique, c'est pas une personnalité en chair et en os, mais voilà, c'était un vrai challenge pour moi parce que c'est vrai que c'est des matériaux que j'avais pas l'habitude de ah oui, travailler, du coup, silicone, différent, complètement du différent personnage d'un humain. personnage humain. D'accord. Et je suis très content du résultat. Tout le monde l'a apprécié et puis bon, elle a cette texture un petit peu souple qui fait que la vraie texture voilà, qu'on se rapproche énormément de la vraie de Sophie la vraie Jalagirafe. Sophie. D'accord. Alors, Stéphane, du coup, dans cet atelier, que se passe-t-il? Puisque j'ai compris qu'il y avait la partie modelage, Alors c'est jusqu'à ça, la c'est-à-dire que finalisation en fait. la première étape, c'est donc le rendez-vous avec la personnalité. Ouais. Et puis, une fois qu'on a rencontré la personnalité, donc sur ce rendez-vous, il y a prise de mesure, scan, couleur des yeux, couleur des cheveux, couleur de la peau, les vêtements, le costume, etc. Beaucoup de photos. À partir de cette étape-là, moi je passe à l'étape de modelage. D'accord. Donc là, un gros travail pendant 2 mois et demi à peu près. Et puis, tout le processus, après, c'est validé avec la personnalité. pour être au plus juste possible. Et puis derrière, il y a toutes
il y a toutes les opérations de moulage, tirage en cire. Moi, j'ai toute la mise en place des yeux par l'intérieur, les dents, la gestion de la tête sur le corps. Et puis, bah, il y a les costumières pour le costume, l'implantation avec les implanteuses, le maquillage avec les peintres, pour arriver en finale à la réplique la plus juste et la plus exacte de la personnalité. Parfaite, mais non. Mais on peut dire presque parfaite, mais... Donc voilà, donc on compte à peu près 6 mois et c'est vrai que voilà, c'est 6 mois quand même de travail assez important. Ok, et alors là je suis intriguée par ces hippopotames. Et oui. Tu nous expliques c'est quoi? C'est une nouvelle arrivée au musée Grévin? Non, pas du tout, c'est que je suis spécialisé hyperréalisme humain animalier. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, enfin il y a presque une vingtaine d'années, je m'étais dit pourquoi je ferais pas une grosse bébête pour des marchés. Et puis faire un hippopotame en vrai, je me suis dit ça va me prendre une place pas possible. Et c'est vrai que toutes les photos que j'ai trouvées d'hippopotames, ils sont tous au ras de l'eau. Et je me suis dit voilà, ça serait idéal d'avoir simplement un hippo sortant de l'eau. D'accord. Et puis c'est facile à accrocher au mur. Ouais. Et puis on peut les mettre partout, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Donc voilà l'anecdote des hippopotames. Donc tu exposes à titre, on va dire, comment on appelle ça, à titre privé, pour des particuliers. Là c'est des œuvres pour des particuliers. D'accord. C'est un bon moyen de faire découvrir ta passion à notre public, notamment tourangeau. Voilà. Donc si on a envie d'acheter tes œuvres, on fait comment? Eh ben, me contacter, Facebook, Instagram, mon site internet. Alors si on revient sur la partie musée Grévin, est-ce que tu as une anecdote, un personnage qui t'aurait pris du temps Alors pris du temps, celle qui m'a pris le plus de temps, c'est Angelina Jolie. Angelina Jolie. Parce que malheureusement je ne l'ai pas rencontrée. Ah. Donc c'est une déception ça. C'est vrai que c'est un peu une déception. Et puis c'est vrai qu'elle a un visage très particulier. Elle a une ossature assez carrée, tout en étant assez fine. Et c'est vrai j'ai eu un travail assez compliqué, puisque j'ai travaillé qu'avec des photos de presse. Donc photos de presse, on n'avait pas une vraie face, on n'avait pas un vrai profil. Donc voilà, faire un personnage comme ça a été la plus compliquée à réaliser. Ok, écoute Stéphane, merci en tout cas de nous avoir accueillis dans cette nouvelle atelier. Merci d'être venu me voir. Et puis voilà, et on va rejoindre, c'est assez exceptionnel, on va pouvoir rentrer dans les ateliers du musée Grévin et on va être reçu par la directrice artistique et on va donc dans quelques minutes rejoindre Patricia. Ok. Donc belle continuation à toi Stéphane, et puis à bientôt dans la région tourangelle. J'espère. Merci. Merci. Nous poursuivons la visite par l'Élysée et j'ai la chance de me trouver ce soir à côté du banquier le plus célèbre de France, finalement plus grande que le président. Pour rappel également, n'oubliez pas notre jeu concours qui vous permet donc de gagner un séjour au Center Park du Bois Audin, juste à la frontière entre la Touraine et la Vienne. À tout à l'heure. Alors, nous poursuivons la soirée dans les coulisses du musée Grévin et j'ai la chance de retrouver donc Patricia Girbaud, responsable artistique du musée et qui va nous faire découvrir les ateliers de création et de restauration. Alors Patricia... Déjà, là, c'est que la restauration. D'accord. Ouais, la création, c'est dans des ateliers beaucoup plus grands et qui ont des systèmes d'aération qui font que c'est possible. Ici, nous sommes au-dessus du musée. On a encore la chance d'avoir des ateliers dans Paris. Ouais. C'est très rare, ça se fait de plus en plus rare. On préfère l'emmener au 13e. Ici, donc, nous avons l'atelier peinture-coiffure, où on va, là par exemple, nous avons Anne-Sophie Pic, que nous allons décoiffer, laver,
un petit shampoing, voire un petit masque même. Hein, parce que là, j'ai une question qui me taraude. Ouais. C'est des vrais cheveux? Ouais. Oui. Incroyable. Alors, on verra tout à l'heure Eric qui est en train de faire de l'implantation. D'accord. Mais en fait, nous faisons une perruque sur mesure, hein, bien sûr, à chaque fois. Une perruque qui prend à peu près toute cette partie-là de la tête. Et après, c'est implanté. Mais ceci étant, nous, dans les ateliers de restauration, comme on les coiffe tous les matins. Ah oui, tous les matins. Tous les matins, ils ont un passage du coiffeur, du peintre, du staffeur mouleur et de la costumière. D'accord. Donc à chaque matin, on les repomponne. Il peut arriver que les cils tombent parce que voilà, la poussière, le temps faisant, ça se décolle. Il peut y avoir aussi accidentellement des fois des coups de griffure d'ongles parce que les gens sont très familiers avec nos personnalités. Donc vite s'approprie. Oui. Et puis l'accident d'une bague, une montre ou quoi. Donc du coup le peintre fait des petites retouches sur le parcours. D'accord. Quand c'est petit, on fait sur le parcours. On évite au maximum de retirer le déplacer. On évite de les retirer, ouais. On essaie de. Mais là, on a remonté Anne-Sophie Pic parce que là, stop. D'accord. Il y a un moment où on estime que la cire est abîmée. À faire. Oui, il y a des petits trous. Bon, voilà. Et nous avons des mains aussi que nous faisons régulièrement parce que les visiteurs, premier contact humain, ils touchent les mains. La main. Ouais. Ils touchent énormément les mains. À l'époque, les mains étaient faites en cire. D'accord. Avec le temps, on met les mains en résine et en fait, en cire, nous n'avons que la collerette. Alors tout dépend des fois du personnage. Hein. Si c'est une femme, il peut y avoir un bon morceau de cire qui descend. Qui descend, ok. Donc on a le visage et le décolleté en cire et après le corps en résine. Et pareil, dans notre musée, nous avons des personnages qui sont plus ou moins vieux. Donc on a des fois des personnages qui datent du début du musée, début 1900. Donc les techniques ont évolué dans le temps? Beaucoup. Au niveau du corps, au niveau de la cire, évidemment, on n'a pas les mêmes cires qu'avant. Aujourd'hui, on a des cires un peu plus dures, un peu plus compactes. Les anciennes, elles sont plus tendres et elles ont une odeur et une patine qui est magnifique. On en a quelques-uns de personnages comme ça. On continue à faire les visages en cire et pas en résine parce qu'en fait, la cire a cette capacité d'absorber la lumière, pas d'absorber, pardon, de faire passer la lumière et d'avoir cette translucidité de la matière. Donc voilà, tous les matins, oui, nous avons des équipes artistiques qui sont sur le parcours. En fait, il faut idéalement que le visiteur à toute heure de la journée ait un musée nickel. Oui. Donc, comme nos visiteurs sont des blagueurs et que nous avons des Franck Provost qui viennent souvent au musée. Donc, on a des nattes dans les barbes, on a des... Ah oui! Ah oui, non, on a des créatifs. D'accord. Ouais. Et si vous regardez la pose des personnalités, dès le premier rendez-vous, on prend en considération où se mettra le visiteur. Ah, c'est prévu. C'est déjà prévu en amont. On fait déjà un jeu de scène avec le visiteur. Donc lui dire, tu regardes, mais tu touches pas, c'est un peu frustrant. Ouais. Donc voilà, il y a un niveau de possibilité de toucher le personnage, il y a à prendre par les épaules et puis refaire la coiffure de... Voilà, Georges Clooney a régulièrement des traces de rouge à lèvres. Ah, d'accord. Il faut absolument non. C'est Georges. Mais on avait des petits mots doux aussi dans les poches de Michael Jackson. Ouais. Je les ai gardés, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est sympa. Ouais, c'était sur un petit post-it. Donc voilà. Donc là, nous sommes dans l'atelier coiffure-peinture. Et il nous arrive aussi de restaurer, mais aussi de relooker. D'accord, donc ça veut dire qu'un même personnage peut avoir différentes tenues. Ça arrive. Alors, pas tous, on fait pas des blagues, on fait pas passer Louis XIV Quand même, il y a un certain défilé de mode, il y a des limites. Mais par exemple, Lady Gaga et Katy Perry sont deux personnages qui, au naturel se griment facilement, on va dire. Du coup, on les transforme
en respectant le personnage, la personnalité bien sûr. Mais pour Noël, voilà, il y a des petites guirlandes des fois. C'est le de Noël. On adapte à chaque Ah, saison. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, là, on a Eric qui est en train de faire l'implantation en un des cheveux de Mara. Donc c'est le double du personnage. Nous avons le personnage qui est sur le parcours. D'accord. Donc comme je vous disais tout à l'heure, qui est assez vieux, avec une patine un peu comme du bois, qui est vraiment vieux. Et là, il y a de la résine, il y a de la cire, enfin, c'est un mélange subtil de différentes matières. Et Patricia, pourquoi on fait un double du coup de ce personnage? Pour permettre de remonter l'autre, parce que même s'il est très très vieux et qu'il est beau comme il est, ma foi, faut quand même le restaurer un petit peu. D'accord. Il n'a plus de sourcils, oui, bon. Mais celui-là, ça va être un vrai travail de restaurateur. Oui. Parce que c'est vraiment, il faut absolument garder la patine qu'il a, vraiment. Donc faire exactement la même chose avec celui-là, c'est un challenge pour le pain. Mais il est content. De relever ce beau challenge. Ils aiment beaucoup ce genre de travail, parce que nous avons de vrais artistes au musée, en tout cas dans les ateliers. C'est des gens qui... Il n'y a pas d'école pour restaurer des personnages ou pour travailler dans les ateliers Grévin. C'est au fil de notre CV, on va dire, de notre expérience. Et puis la passion qui les anime sur... Nous avons Eric qui est en train d'implanter les cheveux un à un sur la tête de Mara avec un outil. Un mandrin en fait. Qui... ça s'ouvre comme un crayon à papier, comme un critérium. Et en fait, au lieu de la mine, c'est une aiguille. Et au niveau du chat, donc vous avez le chat qui est le truc d'aiguille, on coupe au milieu. D'accord. Donc imaginez la taille. Et avec cette petite fourchette, on prend le cheveu taille unique, un seul, et hop, on le met dans la cire et on plante. De façon à ce que ça vrille un peu dans la cire. D'accord. On a une ampoule bien spécifique qui chauffe la cire, elle ramollit un petit peu la cire, mais pas trop. Donc il plante le cheveu et avec cet outil qui chauffe légèrement avec un briquet, il va refermer la cire sur le cheveu. Voilà. Donc comme je disais, c'est un travail de précision. Voilà. Donc il a des lunettes bien spécifiques. Et puis au bout d'un moment, il doit s'arrêter pour se reposer les yeux. Mais Eric, est-ce que tu souffres? Pas du tout. Non, c'est ça le pire. Franchement, c'est une passion en fait. Oui, c'est ça. Il faut aimer ça et j'aime beaucoup. Franchement, c'est tellement beau de faire ça, de créer des cheveux, une implantation. Franchement, je me régale. C'est le principal. Et puis, il est assez ils sont assez sensibles aux personnages, donc et comme ils ont un travail à côté qui est un peu dans le people, on va dire. Aussi, ils ont les choses. Donc ils ont la chance des fois de coiffer Anne Romanoff, donc ils me relookent les personnages. Alors Patricia, on va passer au maquillage avec Sophie. Tout à fait. Là plus exactement peinture à l'huile, parce que sur la cire, toujours pour garder ce travail de transparence. Donc là, Sophie est en train de restaurer Elton John. Parce que pareil, les coups de greffure et autres. Donc on décape juste avec du diluant un tout petit morceau du visage qui est abîmé pour ne restaurer vraiment que cette partie-là. Et c'est un vrai travail, on va dire, d'observation et d'expérience, parce qu'il ne s'agit pas de faire une rustine. Oui. Et Patricia, j'ai une question. Elton John avance dans l'âge. Est-ce que quand on restaure, non. C'est tentant. Non, mais voilà, je me disais, c'était l'occasion peut-être de rajouter quelques... Oui, enfin... Il y a un moment où on peut plus. Et puis Elton John a beaucoup changé quand même. Oui, non, mais c'est pour ça que je me permettais de poser la question. On coule la cire, on dénonce.
Donc non, il y a vraiment des limites. Donc on se réfère, hein, et c'est pour ça qu'on a chaque personnage de notre musée a un dossier. Et on se réfère avec des photos, à l'époque à laquelle il a été fait. D'accord. Donc là, Elton John, voilà, on va l'accessoiriser avec des lunettes, avec comme il aime faire, mais on va pas le transformer de trop. Pareil dans les couleurs de cheveux. Hein. Donc là, c'est un vrai travail d'orfèvre. Qui est encore un travail de précision, très... là, elle a fait déjà un petit jus pour prendre la base. Et là, elle refait les petits points pour avoir cet aspect pigmenté du visage. Donc, et puis, c'est une multitude de points de différentes couleurs. Alors, Patricia, on passe à la salle de moulage avec Carlos. Alors, en quoi ça consiste exactement, Patricia? Là, justement, il est en train de faire une opération à cœur ouvert, on va dire. À poumon ouvert, on va dire, parce que c'est Jennifer qui a eu la collerette cassée. D'accord. La collerette est longue pour le coup, je me permets. Oui. Vous voyez, elle est en fait beaucoup plus longue que celle que tout à l'heure, que nous avons vue de Anne-Sophie Pic. Tout à fait. Jennifer a eu de la collerette fendue. D'accord. Et donc avec du plasticrète, qui est un bicomposant. Il a renforcé derrière et le buste. Et elle a mis de la fibre pour vraiment solidifier. D'accord. Et maintenant, il fait les finitions. La plus grosse réparation est faite. Ouais. Et là, il va venir rajouter de la cire. D'accord. En fait, t'as le petit bout. Ouais, voilà. On prend une cire qui n'est pas du tout de la couleur de Jennifer, mais bon... Mais après, parce qu'on a au maquillage à la base. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc là, il fait chauffer son outil. Oui. Et on n'a pas branché la ventilation parce que vraiment c'est très bruyant. Une turbine. Bon, d'accord. Là, et puis c'est juste une petite retouche pour vous montrer. Oui. Mais en fait, voilà. Là, il fait couler quelques gouttes en fait sur le buste. D'accord. Pour ensuite venir lisser. C'est comme l'enduit sur du plâtre en fait. Hein, on fait une petite couche un peu irrégulière et après on vient poncer. D'accord. Donc voilà, c'est exactement ça. En fait, on fait dans le bâtiment, en miniature. C'est un peu ça. C'est ça. On fait pas la tuyauterie, mais bon. C'est restauration. Voilà, c'est de la restauration. Donc Carlos est capable de faire évidemment ce genre de choses, comme il peut faire aussi de la sculpture, dans le sens où si une oreille est cassée, alors si on a du bol, on retrouve le petit bout. Oui. On rigole. Mais souvent on ne le retrouve pas, donc il fait de l'ajustage avec un bout d'oreille de Pierre Paul Jacques. D'accord. Et hop, voilà, il fait les deux oreilles pareilles, hein, bien sûr, mais j'ai le moule aussi d'oreille. Pardon? Le moule d'oreille. Ouais, même si je coupais l'oreille, j'ai un moule là que j'ai fait une oreille. Il a des moules de différents types d'oreilles en fait. Oui, d'accord. Donc là, vous faites de la moulure, mais uniquement pour la restauration. Donc c'est des petites pièces qui... Voilà. Tout à fait. Voilà. Et c'est différentes oreilles. Et en fait, en fonction du morceau qui est coupé, tu vas couper et assembler pour refaire, pour restaurer l'oreille. Voilà. D'accord. Alors toutes ces mains, Patricia, ça m'intrigue. Oui, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre, hein. Ouais. Mais c'est tellement utile parce qu'en fait, comme je vous disais, lors du tour, le matin, c'est bien pratique de changer la paire de mains que de faire une petite retouche peinture qui va mettre un temps phénoménal à sécher. Parce que sur les mains, c'est pas de la peinture à l'huile, c'est de l'acrylique. Ah, d'accord. Comme on est sur de la résine, il y a une couche, une couche d'après. Et ensuite, il travaille, pareil comme tout à l'heure, avec différentes couches de peinture pour arriver à quelque chose d'hyper réaliste. Alors Patricia, comment ça fonctionne ces objets? En fait, déjà on se fie à l'alcool que l'on veut vraiment reproduire. Donc on n'achète pas du vrai, même si c'est vachement tentant. On fait appel à nos mémoires. non, on regarde sur internet pour avoir vraiment les bonnes teintes. Et pareil, c'est un bicomposant, résine. Et puis avec des gouttes de pigment. D'accord. Voilà. Donc là, on a aussi des petits macarons de Pierre Hermé. Voilà.
Et ce sont des vrais macarons qu'on a moulés en fait. Hein. D'accord. En fait, on a la chance aujourd'hui, à notre époque, d'avoir des élastomères, des silicones qui reproduisent parfaitement bien tout ce qui est mousse, tout ce qui est détail. Non, c'est bluffant. Ah ouais, bluffant. Ça pénètre vraiment le produit, ce qui fait qu'à la sortie, on a vraiment cet aspect un peu mousseux que vous voyez complètement quand ça cuit. Alors Patricia, on poursuit la visite avec l'atelier des costumes et on a donc Clémence qui est en plein travail. Tout à fait. On vient de retirer de la valière. Voilà. Merci. Et du coup, avant de l'envoyer au pressing, oui, elle est en train de restaurer parce que ça fait partie des choses comme les visiteurs quand ils font la visite, ils peuvent s'approcher. Des fois, ils s'appuient sur les personnages. D'accord. Et en général, tout ce qui est au niveau des épaules, ou là en plus on a des longues robes donc ils marchent aussi un peu. Ah dessus. oui. Donc des fois on a des choses qui s'affaissent un peu ou voilà, qui tiennent un peu moins bien. Donc avant de les remettre après sur le parcours, on les restaure pour que ce soit nickel en bas. Donc, voilà. Et alors c'est la robe de qui? Donc la Vallière, c'était une des maîtresses de Louis XIV. D'accord. Voilà, donc à la cour de Versailles, sur notre parcours qui est en bas. Donc c'est l'un des personnages féminins qu'on a en bas. Des rares personnages féminins qu'on a en bas. Donc ça c'est une reconstitution. Et souvent les costumes c'est des reconstitutions, sauf Napoléon, on a quelques costumes qui sont historiques. Ah oui, d'origine. D'origine. Incroyable. Elles sont magnifiques. Voilà. On a les vestes napoléoniennes en fait, qui sont d'origine. Et sinon après, qu'est-ce qu'on a d'origine? La veste de Michael Jackson. La veste de Michael Jackson. Avec son pantalon et ses chaussures aussi. Ah oui. Et ses empreintes de main. Ça fait partie des grosses inaugurations qu'il y a eu. Oui, Véronique nous a raconté tout à l'heure. C'était l'une où ils avaient fermé toute la rue. Chaussures de Gainsbourg aussi. Voilà. La peignoir de Marat, techniquement, c'est la sienne. On a plein de choses sur le parcours qui sont des reconstitutions, mais qu'on ne peut pas faire avec nos machines industrielles et qui restent artisanales comme à l'époque. Les broderies sur certains costumes sont faites à la main. Et puis certains, là on ne les a plus, mais on avait des costumes en cuir qui étaient faits aussi à la main, des choses comme ça. Et après pour tout ce qui est costumes contemporains, là c'est les célébrités qui nous les donnent. Ah oui, c'est des choses qu'ils ont portées. Des choses qu'ils ont... Et il y a des choses que vous avez faites. Oui, il y a des choses qu'on a reconstituées. Pénélope Cruz, la robe rouge, c'est ça, voilà. Qui est la fameuse. Ouais, superbe robe rouge. Ça on refait. C'est Clémence et d'accord. Sa collègue et là vous avez refait. On a des visuels et en fait on refait à l'identique, en sachant que déjà eux ils trichent aussi parfois parce que quand on voit les photos de base, c'était pas la même couleur. D'accord. Donc voilà, et puis quand on a que les photos, on doit trouver la bonne matière, la bonne technique. Et nous on a des personnages en dur qui se déboîtent. Ah oui. Et qui ont des fois des positions. Donc des fois nos costumes sont pas symétriques ou s'enfilent pas pareil qu'un costume d'humain, donc on doit trouver des systèmes aussi pour les enfiler, juste comme ça. Donc c'est un peu différent que le costume basique. C'est un peu comme du costume de spectacle où il y a des facilités pour que ça s'ouvre vite. Nous c'est juste pour que ça soit facile à enfiler. Donc les tout premiers personnages sont en papier mâché, donc ils étaient légers, donc avec les mains et la tête en cire. Les bras en bois. Après, il y a eu une époque où c'était en plâtre. Et là, ceux-là, ils pèsent un âne mort. Ils pèsent très lourd. Ah oui. Louis XIII. On en a eu plein sur le parcours. Ils sont pleins et ils pèsent lourd. Et avant aussi, les mains étaient en cire. Maintenant, on n'a plus que les têtes. Et maintenant, on est passé de même pas 1 kg à 30, voire plus. À 8, mais après c'est pareil, ça dépend de la taille. Donc voilà, donc il y a l'évolution de la façon dont c'est fait pour les costumes, mais aussi pour pour s'adapter au Et en fait, si vous voyez maintenant que par rapport à tous les ateliers, en fait, c'est un vrai travail, encore une fois, d'équipe au niveau de la réalisation du personnage, et vous le verrez mieux avec les ateliers du 13e. Mais voilà, le costume s'adapte au moulage, le moulage s'adapte aussi au costume.
il y a un vrai travail de communication à faire entre les ateliers. Donc, j'ai la chance que Clémence soit vachement connectée quand elle a vu Messi avec le t-shirt Ici Paris. Ouais. Donc on a dû aller vite fait. En fait, on a dû aller vite fait trouver un maillot, sauf que il n'y avait pas de maillot vu que tout le monde s'est jeté dessus. D'accord. Donc on a proposé le t-shirt Ici c'est pareil, sauf que en fait ils le vendaient pas encore, donc on l'a fait faire. Ah oui. Et ensuite, il a fallu le mettre le jour même. Pour être vraiment dans l'actualité. Donc, on a mis le paravent et on a mis le t-shirt devant les gens, quoi, derrière le paravent. On a retiré tout le monde. Donc, mais ils aiment bien, ils aiment bien savoir ce qui se passe. Ils adorent. Dès qu'ils voient les gens des ateliers avec une blouse sur le parcours, on est bombardés. Donc, vous avez de la chance, n'est-ce pas, de voir tout ça. Complètement. Donc il y a aussi des personnages qui changent aussi entre guillemets en fonction de ce qu'elles font, de ce qui se passe, et on peut un peu plus se faire plaisir. Donc voilà, après les personnages historiques, ça reste. Voilà. Et puis certaines célébrités nous renvoient des choses de temps en temps. Donc là on peut, quand elles sont généreuses. Ah oui, elles vous envoient. En fait, elles nous donnent pour l'inauguration en général, ça fait partie entre guillemets du contrat avec elles, c'est qu'elles nous donnent une pièce qu'elles aiment bien ou qu'elles portent souvent, qu'elles portent sur leur spectacle ou qu'elles ont porté sur un film ou sur un tapis rouge. Soit elles nous le donnent, soit on fait une copie. Et après, de temps en temps, Véronique, elle les rappelle en disant « c'est un peu abîmé, est-ce que vous pouvez nous renvoyer ?» Et des fois, ils le font tout seuls. D'accord. Donc voilà, donc ça dépend. Et s'ils le font pas, nous, on va faire les courses. Enfin, ou on refait, ou on va en shopping et acheter les choses directement qui ressemblent plus à ce qu'on porte. Ok. Bon, merci. Patricia, un dernier mot peut-être ? Beaucoup de chance d'être dans ces ateliers parce que on touche tous les corps de métier et on travaille avec de vrais artistes, avec des gens qui sont très riches d'expérience, il n'y a qu'à voir. Et passionnés. On ressent, et puis ce qui est vraiment chouette, c'est de travailler sur différentes époques. Et ça enrichit nos connaissances. On galère parfois, mais qu'est-ce que c'est bien. Alors après les ateliers de restauration, nous filons dans le 13e pour aller visiter les ateliers de création. A tout de suite. Comme convenu, je vous retrouve dans le 13e avec Valérie Chéreau qui est responsable des ateliers de création. Et on va donc voir toutes les étapes justement de création des personnages. Ce matin, on était sur l'atelier de restauration et là, on est bien sur les ateliers de création. Tout à fait. Valérie, je laisse la parole. Donc là, je vous présente Klaus Welt, qui est donc un de nos sculpteurs et qui est vraiment, même le sculpteur qui travaille avec nous depuis pas mal de temps déjà. Et qui est vraiment dans sa spécialité, c'est-à-dire l'hyperréalisme. Donc là, on est avec un modelage, donc je vais te laisser expliquer cette partie. C'était une actrice de cinéma qui jouait avec Charlie Chaplin, qui s'appelle Edna Fairbanks. Et donc en fait, pour nous, c'est un personnage historique. Et, la différence entre les personnages historiques et les contemporains, c'est que les contemporains, on peut aller les voir, on a des rendez-vous très précis avec une séance de photos et autres, même la 3D, tout ça. Et ici, on est sur un personnage historique et la différence, c'est qu'on travaille uniquement sur documents de presse. Il n'y a pas de rendez-vous, évidemment. Et donc, en fait, c'est un travail, on va dire, sculpturalement plus classique dans le sens où il faut faire une recherche du volume à partir uniquement des quelques photos de presse qu'on a à disposition. Donc, mais la technique, en gros, c'est du modelage. C'est-à-dire là, c'est de la plastiline, c'est une sorte de pâte à modeler, un peu plus sophistiquée. Et en fait, on sépare rajout. Donc, on construit le volume, la tête, en rajoutant de la matière. Petit à petit, on rajoute des morceaux. Puis voilà. Et puis ça dure quand même quelques semaines, selon le sujet, selon un peu l'exigence de la ressemblance, de la finition. Alors en parlant du regard, Klaus, en quoi sont les yeux parce que c'est impressionnant. Alors les yeux, en fait,
presque comme des vraies prothèses. Bon, d'accord. Pas des vraies prothèses, mais c'est les mêmes personnes qui les fabriquent. Et là, c'est pareil, on les fait faire, en fait, on les fait venir lors du rendez-vous. Et ils prennent des photos, et ils repèrent, enfin, ils font un repérage sur les couleurs, tout ça. Donc, ils nous proposent une première mouture, souvent. Et après, ça, on va le comparer au deuxième rendez-vous. On va comparer avec la personnalité, si les couleurs, tout ça, c'est juste. Et bon, pareil pour les dents, c'est pareil. Alors, les dents, c'est un peu différent parce que on fait une empreinte de dents. D'accord. Et le prothésiste, lui, il va recréer le dentier avec ses propres dents. Et là, souvent, on est obligé de tailler les dents. Enfin, bon, alors, on poursuit avec Estelle, qui est implanteuse perruquière. Et Estelle, bonjour. Bonjour. Je crois que c'est une histoire de famille pour vous, la fabrication de perruques, oui. Ouais. Depuis 4e génération. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce travail de grande précision? Oui, aujourd'hui, en fait, on fait une restauration. Donc, je vais insérer des poils de barbe pour faire la barbe de Messi. D'accord. Dans la cire. Ok. Donc Messi n'était pas barbu il y a quelques temps, c'est ça? Non, voilà. Donc on doit remettre au goût du jour voilà, les personnages. Les personnages. Okay, tout à fait. Donc là, je fais chauffer la cire avec une lampe qui chauffe pour ramollir un peu. Et je travaille avec un mandrin d'horloger. J'ai une aiguille. J'ai coupé le châle d'aiguille, ça me fait une petite fourche. D'accord. Et avec ça, je vais pouvoir attraper mon poil de barbe. D'accord. Qui est du vrai poil de barbe, bien sûr. Et donc, je vais l'insérer à l'intérieur de ma cire en lui donnant le mouvement que j'ai besoin. Et après, avec un petit bâtonnet de buis, je rebouche le trou. Et le poil, il est inséré dedans et il est bloqué. D'accord. Et la cire va sécher, ce qui va permettre de... Il va refroidir et ça bougera plus. Et ça bougera plus. Tout à fait. D'accord. Voilà. Un par un. Et là, ça représente combien d'heures de travail juste pour la barbe de Messi, à peu près? À peu près 15 jours. 15 jours. Alors, on passe à la partie maquillage. Donc, on est avec Béatrice, qui est peintre implanteuse. Et là, on a ce visage d'Omar, vous l'avez tous reconnu. Et alors là, tout à l'heure, on parlait des dents. C'est juste hallucinant, la réalité du visage dans son ensemble, d'ailleurs. Et Béatrice, vous pouvez nous expliquer exactement en quoi consiste votre... Là, c'est une restauration et du coup, comme les gens le touchent beaucoup, il y a des... Omar a du succès. Il y a des manques un peu partout, donc là, D'accord. Voilà, j'ai remis les cils, j'ai refait un peu de peinture et là, je reprends juste les tout petits manques. D'accord. Parce que les gens mettent leurs ongles et ça enlève la peinture. Et... Voilà, mais il est en fin de restauration, là. Il est presque terminé. Il est tout beau, là. Oui. Alors, les mains d'Omar Sy. Donc, les mains d'Omar Sy, là, c'est vraiment pour le coup sa main, parce que ça a été vraiment un moulage sur nature. D'accord. C'est pour ça qu'on a vraiment les veines, le grain de peau. Donc, c'est... Voilà, parce que c'est vrai qu'au rendez-vous, on a vu avec lui la position, etc. Il a pris une attitude. Et ensuite, on lui moule les mains dans le posing. Ok. Merci. Béatrice. Alors, on est sur la partie moulage. Donc, Mathieu, bonjour. Enchanté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe cette partie, cette étape? Dès que je reçois la tête terminée en sculpture, en fait, je viens appliquer des couches de silicone. Voilà. D'accord. Voilà, donc on a l'étape ici, sur celle-ci. Et après, une fois que j'ai terminé l'étape de silicone, en fait, je viens de réaliser 3 chapes en plâtre, ou en plasticrète, ça dépend. Et une fois qu'en fait ce moule est terminé, donc en fait je l'utilise pour couler la tête en cire. D'accord. Donc ce qui passe dans la pièce à côté. Ok. Et donc la cire a changé entre les premières
sculpture et aujourd'hui, je crois que vous n'utilisez plus la même... c'est toujours de la cire d'abeille. De la cire d'abeille, d'accord. Après, moi, je ne sais pas vraiment comment il fonctionnait à l'époque. D'accord. Voilà. Donc, je pense qu'ils utilisaient vraiment de la cire pure. D'accord. Voilà. Ils coulaient dans des moules à pièces. Donc, il n'y avait pas du tout de moule en silicone. Donc, c'était des moules à pièces, en fait. Oui. Donc, il y avait une préparation qui était différente. Parce que là, moi, en fait, dès que j'ai réalisé le moule, une fois que l'élasto a séché, j'ai juste à le nettoyer un tout petit peu à l'eau, je le sèche. Et après, je coule ma tête dedans, en fait. Donc, alors, Mathieu, qu'est-ce qu'on fait avec ce... Donc comme je vous disais, donc une fois le moule de tête terminé, donc ce moule en fait je vais l'utiliser pour couler la tête en cire. Voilà. Donc je vais vous faire voir comment se présente la cire. Donc on a ici de la cire d'abeille qui se présente en petites paillettes. Voilà, vous voyez. Voilà. D'accord. Donc que je viens mélanger avec un durcisseur aussi en paillettes. Donc il y a un rapport de volume qui est à peu près pareil sur les mêmes têtes. Voilà. Donc du coup je mélange ces deux produits et après je les fais fondre tout simplement comme en cuisine sur une petite plaque à crêpes. C'est fondu. Une fois fondu, l'équipe du maquillage vient pré-teinter la cire. Vous voyez, là, il y a un tout petit peu de couleur. Là, il y a des... Ah oui, c'est pré-teinté avant c'est pré-teinté dans la masse. Voilà, d'accord. Et une fois quand elle est teintée, je la laisse redescendre en température, je la coule à 80 degrés. Voilà. Donc du coup, et je démoule le lendemain. D'accord. Ok, donc là, Mathieu, on est sur le corps. Oui, on est sur un moulage de corps. Ok. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est comme sur les têtes. Par contre, l'élasto est différent. Donc je viens appliquer l'élasto. Voilà. Et donc je viendrai créer après l'élasto terminé, comme pour les moules de tête, deux chapes en résine, dans lesquelles je ferai un tirage de corps, en plasticrète. Donc j'en ai un, si vous voulez, juste derrière, que je peux vous montrer. Ok. Alors la suite du corps, Mathieu, du coup. Donc comme je vous disais à l'instant, une fois l'élasto terminé et les chapes de plate terminées sur le moule de corps, donc je viens ouvrir mon moule et dans ce moule, je viens faire un tirage en plasticrète. Voilà. Donc après, je viens réaliser un montage, donc généralement avec anneau de levage et trappe aimantée pour pouvoir accéder au bras, pour éviter de bouger la tête, etc. Voilà. Ok. Alors on poursuit par l'atelier costume. Et alors, par rapport à l'annonce que nous a faite Véronique ce matin en avant-première, il y a Cyril Lignac qui va bientôt arriver, Valérie, au musée. Bientôt. Et là, donc, c'est son futur costume, c'est ça? Exactement. Donc là, on a la chance, effectivement, que Cyril Lignac a offert une partie de sa tenue. Ah, d'accord. Surtout son tablier. De cuisinier. D'accord. Et ensuite, c'est vrai que les costumières ici, elles doivent réadapter malgré tout. Bon, là pour le tablier, il n'y a pas eu de souci. C'est pas trop compliqué à enlever. C'est un nœud et à mettre. Voilà. Mais après, pour tout ce qui est pantalon, chemise, en fonction de l'attitude, et puis surtout que c'est un corps en résine, il y a toujours un petit peu d'adaptation à faire dessus. Ouais. Voilà. D'accord. Et vous avez des commandes extérieures, Valérie, par rapport à tous ces costumes, ou c'est uniquement ça vous arrive? Oui, ça nous arrive. Alors notamment, des particuliers qui souhaitent rendre hommage à certaines personnes ou pour certains musées, etc. Là, c'est vrai que je dis en interne quand même, parce qu'il y a le site du Futuroscope et le parc Astérix qui fait partie de notre groupe et qui nous commande de temps en temps pour des spectacles, des perruques ou des costumes. Ok, voilà. Futuroscope. Exactement. Sur notre territoire de la Vienne. Donc voilà, et puis le jour de l'inauguration, et souvent ils s'habillent pareil. Ah oui. Voilà, il y a c'est le jeu quoi. Oui. C'est vraiment de faire la copie conforme. D'accord. Alors pour clôturer cette journée, on retrouve Véronique. Alors Véronique, pouvez-vous nous expliquer ce mur avec toutes ces dédicaces, ces signatures? On a bien voulu vous ouvrir les portes de nos coulisses de création. Et ici, cette pièce est un très grand moment puisque ce sont là où viennent toutes les personnalités qui rejoignent ensuite Grévin. Donc elles viennent poser ici, on discute ici de leur attitude, de leur position, d'expression de visage. Et à la fin du rendez-vous, avec toutes les étapes, vous en avez parlé, eh bien, elles nous laissent une petite dédicace. Et ça, c'est un mur, effectivement, d'une valeur maintenant de plus en plus inestimable. Et on peut y retrouver Jean-Paul Gaultier, on peut y retrouver Inès de la Fressange, on peut y trouver Omar Sy, Cadmerade avec sa petite île. Voilà, donc c'est notre endroit que l'on aime. Et collector. Complètement collector. Anne Romanoff, collector. Super.
Voilà. Et alors pour finir, par rapport à notre visite là depuis ce matin, il y a quand même 2-3 questions que je me posais. Le musée, on a vu, on a parlé des personnages, mais qui s'occupe de la déco du musée, parce qu'il y a des décors absolument magnifiques. Comment... Et des décors qui sont renouvelés. Et qui sont en plus au fur et à mesure des années, parfois entièrement changés. Parce qu'en 2019, on a fermé 1 mois et demi seulement pour avoir refait les 3 quarts du parcours, ce qui est assez énorme. Alors cette fois, pour ces nouveaux décors, on a fait appel à une société italienne, Bodino. Mais c'est vrai qu'en fonction du décor dont on a besoin, et il y a également d'ailleurs des décors qui sont faits par nos personnes des ateliers ici. Donc vraiment tout dépend de ce que l'on a à représenter. Et puis il y a toujours aussi, comme vous l'avez vu ce matin, l'entretien non seulement des personnages, mais bien sûr aussi des décors. Il faut redonner un petit coup de peinture. Voilà. Parce qu'il y a combien de surface au musée? Eh bien, il y a quand même 3500 mètres carrés. Ah oui, oui. Je me rendais et c'est vrai qu'on n'imagine pas derrière cette petite entrée du boulevard Montmartre, que derrière, il y a cette beauté et cette immensité. Donc, merci en tout cas à tous de votre attention. J'espère que vous avez appris comme nous énormément de choses sur les coulisses du musée. Et puis, Véronique, pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire à nos spectateurs? À tous vos spectateurs, écoutez, moi je vous attends au 10 boulevard Montmartre, à tous ceux de Touraine, Poitou, du Crédit Agricole, mais venez avec tous vos amis aussi. Merci Véronique pour cet appel. En tout cas, voilà, on a passé un moment exceptionnel et encore merci. Mais c'est toujours un bonheur de faire découvrir nos coulisses qu'on n'imagine sûrement pas en général. Effectivement. Merci à bientôt. Et bonne soirée à tous. Merci. Alors j'espère que cette visite exceptionnelle du musée Grévin vous aura plu. Il est grand temps d'annoncer donc le gagnant du jeu concours, qui est donc Jean-Michel Bourdet, le grand gagnant de ce soir. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Alors juste avant, je vous annonce aussi que Stéphane Barré organise des portes ouvertes en Touraine le premier week-end de décembre. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez revoir, et pour ceux qui n'ont pas pu assister ce soir, vous avez le replay sur notre chaîne patrimoniale. Bonne soirée et à bientôt!